Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'autorité nationale indépendante des élections a affirmé ce dimanche avoir honoré ses engagements et ses promesses concernant les législatives du 12 juin conformément à la Constitution et à la loi organique sur les élections dans un communiqué qui a été rendu public hier soir. Demain, c'est le grand jour pour plus de 600 000 candidats à travers l'ensemble du territoire national. Ces derniers devront subir les épreuves du brevet d'enseignement moyen pour la session de juin 2021. Un portrait d'une candidate à Tipaza à suivre tout à l'heure. L'huile d'olive Barlia, une nouvelle fois primée à l'international dans le concours Antioch, l'Athena International Olive Oil Competition à Athènes en Grèce. L'huilerie qui arrête rafle une médaille d'or pour la deuxième année consécutive dans ce prestigieux concours international. Puis le Maroc subit plusieurs coups durs sur le plan diplomatique ces derniers jours concernant le dossier du Sahara occidental, perdant progressivement l'appui des États-Unis et de l'Europe. Le journaliste espagnol Ignacio Sambrero répondra à nos questions tout à l'heure, à suivre donc dans ce journal. Bienvenue à tous. L'autorité nationale indépendante des élections a affirmé avoir honoré ses engagements et ses promesses concernant les législatives du 12 juin conformément à la Constitution et à la loi organique sur les élections, en assurant toutes les conditions et toutes les garanties pour le succès de cette échéance électorale. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de l'ANI qui a été rendu public hier soir. Le peuple algérien a voté dans une ambiance pacifique, en toute démocratie et dans le strict respect du protocole sanitaire mis en place à cet effet, ajoute encore le communiqué. L'ANI a évoqué la rencontre et le dialogue ouvert avec les candidats aux élections législatives et la signature par ces derniers de la charte d'éthique des pratiques électorales, en plaçant leur confiance dans l'ANI et dans son processus pour l'instauration des règles de la démocratie électorale, après que celle-ci ait prouvé sa compétence et sa crédibilité lors de la présidentielle du 12 décembre 2019 et du référendum sur la Constitution, et aujourd'hui aussi avec la même confiance et détermination dans l'application des lois de la République prévues dans la loi organique sur les élections. Les déclarations et communiqués émanant de certaines parties connues pour de telles pratiques et qui sont sans fondement attendent plutôt à l'engagement de l'ANI et à son intégrité reconnue tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en prétendant qu'elle n'est pas capable de protéger les voix des électeurs et en appelant le président de la République à assumer la responsabilité sur un temps de menace. Ces allégations portent atteinte aux valeurs de l'État et de la République et sont un appel fallacieux pour semer l'anarchie et le doute, martèle encore l'ANI. L'ANI qui réaffirme qu'elle est digne de confiance et à la hauteur de cette responsabilité, conclut encore le communiqué émanant de cette autorité. Pour parler également ce soir du début du décompte des voix pour les législatives, l'opération est délicate. Elle se fera en 2 étapes, l'objectif étant de départager les candidats et en retenir les 407 élus qui siégeront au Parlement. Les détails avec Yamina Saïdji. En attendant les résultats des élections, l'opération de dépouillement est une étape délicate qui consiste à déterminer le nombre de candidats élus qui siégeront au Parlement. La première sélection se fait sur la base des listes dont le taux dépasse les 5%. Il faut que toutes les listes, que ce soit celles des partis politiques ou celles des indépendants, enregistrent un taux de 5% des suffrages à exprimer. Le nombre des voix est divisé par 100 et si on obtient les 5% requis, la liste est éligible pour décrocher un siège au Parlement. Une autre règle dans le décompte des voix, le coefficient électoral. Il s'agit du nombre de voix nécessaires pour obtenir un mandat. Il constitue le résultat de la division entre le nombre de suffrages exprimés et le nombre de mandats à distribuer. Et dans ce cas de figure, elle accède systématiquement à la 2e étape. Pour ce qui est du coefficient électoral, est calculé sur la base du nombre de voix divisé par le nombre de sièges à pouvoir au Parlement. Dans le cas où l'une des listes électorales obtient moins de 5% des voix, la loi prévoit un autre mode pour le décompte.
Dans le cas où, si aucune des listes n'obtient les 5% requis, on peut faire abstraction de cette condition. On se rabat sur un comptage des voix à condition que cela entre dans le cadre du coefficient électoral. La loi organique aborde avec précision la question du tri et du décompte des voix. En cas d'égalité des voix entre un homme et une femme, cette dernière l'emporte de fait. Si l'égalité des voix concerne en revanche 2 hommes, c'est le plus jeune qui l'emporte. Invité du Forum de la Radio Nationale, le directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale, Abdelaziz Mjahed, a affirmé que les élections législatives organisées samedi dernier constituent un rendez-vous historique à même de rectifier le processus démocratique. Je vous invite à écouter sa déclaration. La date du 12 juin doit être considérée comme une date historique, car ces élections ont consacré le redressement démocratique de notre parcours. Le soulèvement de février 2019 a permis de mettre en avant une élite qui a répondu présente et qui a repris le flambeau pour redresser le processus démocratique en Algérie. Cela fait plus d'1 an et demi que nous cherchons un représentant du peuple, mais il faut savoir que personne n'a le droit de se prononcer au nom du peuple, sauf si cette personne est élue par le peuple. Dans l'actualité également, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a pris part aujourd'hui à la conférence ministérielle de l'Union pour la Méditerranée. Cette conférence a approuvé la 3e déclaration sur l'énergie à travers laquelle les États membres de l'UPM ont convenu d'unir leurs efforts pour relever les défis énergétiques de la région pour promouvoir une reprise durable et inclusive suite à la pandémie de la Covid-19. Un mot sur le pétrole pour vous dire que les prix ont entamé la semaine par une progression en écho aux prévisions encourageantes pour la demande d'or noir partagée vendredi déjà par l'Agence internationale de l'énergie dans la matinée d'aujourd'hui. Le baril du Brent sur lequel est indexé le pétrole algérien pour livraison en août est en hausse de 0,94% par rapport à la clôture de vendredi. Le Brent qui évolue à des niveaux records, il a atteint quelques instants auparavant 73,64 $ et 71,70 $, une première depuis respectivement le mois de mai 2019 et octobre 2018. Les analystes avançaient ce lundi l'impact toujours présent des données publiées vendredi par l'Agence internationale de l'énergie qui prévoit dans son dernier rapport mensuel que la demande mondiale de pétrole devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie d'ici la fin de 2022. L'organisation OPEP avait partagé des prévisions optimistes pour cette année, tablant sur une accélération de la reprise de la demande pétrolière au cours du 2e semestre en cours. Demain, c'est le grand jour. Plutôt, avant de revenir sur le BEM, d'abord cette information. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des services de sécurité du ministère de la Défense nationale, le terroriste dénommé Hannouni Ahmed Di Ibrahim s'est rendu hier aux autorités militaires de Bourj Beji Mokhtar, en 6e région militaire. Le dit terroriste avait rallié les groupes terroristes en 2008. Il activait dans la région du Sahel. Avant, il avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni de munitions. Cette opération réitère la détermination et la vigilance de l'armée nationale populaire dans la lutte antiterroriste et contre toute forme de criminalité, ainsi que les efforts consentis sur le terrain par nos forces armées afin d'asseoir un climat de paix et de sérénité à travers l'ensemble du territoire national. L'événement de demain, donc, je le disais à l'instant, plus de 600 000 candidats à travers l'ensemble du territoire national devront subir les épreuves du brevet d'enseignement moyen pour la session de juin 2021. Le compostage des copies d'examen se fera au niveau de 18 centres de collecte et de compostage avant leur répartition à travers 70 centres de correction. Ces corrections de copies d'examen débuteront le 22 juin et s'étaleront jusqu'au 3 juillet de 2021. L'ensemble des moyens humains et matériels ont été mobilisés pour mener à bien le déroulement de ce rendez-vous pédagogique important, selon le ministre de l'Éducation nationale. Et pour parler du BEM, nous avons l'occasion de parler aujourd'hui d'une candidate, Aya. C'est une jeune collégienne de la wilaya de Tipaza qui appréhende bien sûr cet examen comme c'est le cas pour beaucoup de nos candidats et qui a fait part de son quotidien à la veille de ce rendez-vous important. Mariam Damis.
C'est avec une grande détermination que Aya se prépare pour passer l'épreuve du BEM. Encouragée par sa mère, qui la soutient depuis le début de l'année scolaire, Aya se sent plus que jamais prête pour le jour J. J'ai pu organiser mon temps entre révision et repos. Malgré les difficultés, j'ai eu un 18 de moyenne et j'ambitionne d'obtenir une meilleure moyenne. Je remercie mes parents de m'avoir soutenue. Derrière la détermination de Aya se cache le soutien indéfectible de sa famille qui l'a aidé à surmonter son stress. Je veille à son bien-être, je la rassure et je l'aide à avoir confiance en elle surtout. J'encourage vraiment Aya et je lui souhaite de réussir. Grâce à l'accompagnement et le soutien de sa famille, Aya ambitionne d'obtenir la meilleure moyenne. L'Algérie célèbre aujourd'hui, à l'instar du monde, la journée mondiale des donneurs de sang, le don de sang en partenariat avec la représentation de l'Organisation mondiale de la santé. Vous le savez, dans un contexte cette année particulier avec la pandémie de la Covid-19. Depuis le début de la crise sanitaire liée à ce virus et en dépit des restrictions de mobilité et d'autres difficultés, les donneurs de sang ont continué à donner du sang et des produits sanguins au profit des patients nécessitant une transfusion. On parle également ce soir de la campagne de vaccination qui se poursuit à travers le pays, comme c'est le cas dans la commune de Baraki, à Alger, la capitale, où un centre itinérant de vaccination contre le Covid-19 a été installé. L'objectif, vacciner le plus grand nombre de personnes. Il faut savoir que près de 2200 doses de vaccins sont prévues pour cette campagne. Yasmine Saoudi. Âgé de 74 ans, Taïeb s'apprête à recevoir sa première dose de vaccin contre la Covid-19. À l'instar de Taïeb, ils sont nombreux à avoir répondu présent dans ce jardin public à Baraki, où un centre itinérant de vaccination contre la Covid-19 y a été installé. Je suis venue faire le vaccin contre le Covid, voilà, en espérant que ce sera efficace. C'est une pandémie mondiale, et du moment que nous avons le vaccin, c'est-à-dire automatiquement, il nous faut, c'est une obligation. Il n'y a pas une couverture à 100%, mais avec le vaccin, on diminue le risque des formes sévères. Munis d'une pièce d'identité et être âgés de plus de 18 ans sont les seules conditions pour prétendre à la vaccination. Cependant, une consultation prévaccinale est nécessaire. Les gens qui ont fait Covid, ils doivent se vacciner à partir de 3 mois après le Covid, 3 à 6 mois. Mais les deux injections, la première et la deuxième injection. L'AstraZeneca, on le privilège pour les gens 50 ans et plus, et Sinovac, c'est 18 ans et plus. Près de 2200 doses sont disponibles pour cette campagne lancée au profit des habitants de la région. Tous les moyens humains et matériels ont été déployés pour le bon déroulement de l'opération. Ces espaces-là sont dans les mêmes conditions que celles dans les polycliniques. Toutes les conditions de prévention sont mises en place. Les personnels sont là, les moyens sont là, le vaccin aussi. Inch'Allah, nous attendons l'influence de la population vers ces endroits-là. 3 semaines après, les personnes devront se présenter pour recevoir leur deuxième dose de vaccin dans les structures dédiées à cet effet situées près de chez eux. Ces personnes seront automatiquement inscrites sur la plateforme numérique de vaccination du ministère de la Santé. Un bilan sur la situation Covid en Algérie pour ce 14 juin. 354 personnes ont été confirmées positives au coronavirus. 342 guérisons, 8 décès malheureusement ont été encore enregistrés durant ces dernières 24 heures selon un communiqué du ministère de la Santé. On parle également ce soir de l'huile d'olive de Barlia, une nouvelle fois primée à l'international et dans le concours ATIOC, l'Athena International Oil Competition. C'est à Athènes, en Grèce, pour cette nouvelle année 2021. Alors l'huilerie qui arrête rafle une médaille d'or pour la deuxième année consécutive dans ce prestigieux concours. C'est l'huile d'olive donc Barlia qui a été primée à plusieurs reprises, il faut le rappeler, à Paris, à Londres, au Japon récemment. C'est une huile particulière de haute qualité qui est issue de la variété Chemlel, produite par l'huilerie Kiared de la région de Barlia dans la wilaya de Boumerdès, où nous retrouvons son producteur, monsieur Hamid Kiared. Bonsoir, monsieur, merci d'être avec nous par téléphone. Oui, bonjour. Je vous remercie de l'invitation. Ça a
bien coïncidé parce que récemment, nous avons eu décroché 2 médailles d'or à Pulé, à l'Algérie, qui est organisée par M. Ghani. Et ça a bien coïncidé parce qu'aujourd'hui, on a reçu l'heureuse, c'est-à-dire on était informé pour 2 médailles à Athènes, médaille d'or et médaille de bronze. Et vous savez que dans un pays, le pays de la Grèce, c'est un pays où il y a l'huile d'olive de qualité. Nous avons bien eu cette médaille, nous avons mérité cette médaille. Justement, M. Khared, si vous me permettez, d'abord on vous félicite pour cette distinction donc, que vous venez d'apprendre aujourd'hui. Quel est votre sentiment ? Est-ce qu'on imagine que vous êtes fier un peu de voir votre huile d'olive se retrouver primée à l'international? Votre sentiment aujourd'hui par rapport à votre produit, M. Khared? Bon, bien sûr, on est très fiers parce que tous les efforts que nous avons eus, c'est-à-dire le fruit de notre travail. Et ce que j'aurais aimé, c'est que j'étais le seul à être félicité, à être médaillé en Grèce. J'aurais aimé que soient nombreux les Algériens à participer. Comme ça, on donnera une bonne image à l'Algérie dans l'international. Et j'espère qu'on rentrera dans l'international en force, mieux que les Tunisiens, puisque nous avons cette qualité, nous avons cette potentialité du bon travail. Justement, M. Khared, si vous le permettez, les producteurs d'huile d'olive en Algérie sont de plus en plus présents dans les concours internationaux. On en parle assez souvent. Ils remportent même des prix prestigieux. Aujourd'hui, un label algérien de l'huile d'olive de haute qualité est une nécessité aujourd'hui pour exposer son produit à l'étranger, M. Khared. Oui, bien sûr, parce que c'est tout le moment, ce moment-là, parce que tous les pays participent, donnent leur image. Il n'y a qu'en Algérie, surtout en Algérie, il y a moins de participants. Il y a quelques-uns qui participent, mais c'est peu. J'aurais aimé qu'ils soient nombreux, c'est-à-dire pour être en force, pour rentrer en force dans l'international, dans le marché international. Je suis seul, c'est insuffisant, malgré que nous avons une bonne qualité, mais on doit rentrer en force. Voilà. On rappellera bien sûr qu'il y a plusieurs producteurs en Algérie. Bon, c'est vrai que le nombre n'est pas très important, mais c'est des producteurs qui activent aussi à l'international. On avait évoqué d'autres exemples auparavant. Merci encore une fois, M. Hamid Khared. Je rappelle que vous êtes le propriétaire de l'huilerie Khared, producteur de l'huile d'olive haute qualité Barlia, qui vient d'être primée aujourd'hui à Athènes pour le concours 2021. Merci encore une fois et félicitations pour cette distinction. On reste avec, bien sûr, l'agriculture pour vous emmener cette fois à Guelma. De plus en plus d'agriculteurs s'intéressent à la production du colza qui connaît un essor important dans la wilaya. Cette wilaya d'ailleurs qui est classée 2e en termes de surface plantée. La campagne moisson-battage a commencé et elle semble être très prometteuse. Bouchra Bouali. En égrénant les siliques de colza, Ami Houssine veut s'assurer de la qualité de sa production. Et vu le nombre et l'état des graines qu'elles contiennent, cela augure d'une bonne récolte. L'agriculteur qui a planté à Guelma 10 hectares de cet oléagineux est très fier, d'autant qu'il s'agit de sa première expérience en la matière. Cette plante permet de fertiliser les sols et apporte une valeur ajoutée à l'économie nationale, d'autant que le colza se vend sur le marché mondial. La récolte est très bonne et l'année prochaine, nous pourrons cultiver le blé, puisque le sol sera grâce au colza bien préparé. À Guelma, 2e wilaya en termes de plantation de colza, la campagne de moisson-battage a bel et bien débuté, avec la promesse pour les agriculteurs d'écouler leur production, très prisée par les producteurs des huiles végétales. De plus en plus d'agriculteurs investissent dans la filière oléicole. Ils sont au nombre de 61 avec une superficie de 457 hectares. Nous espérons réaliser un rendement de 25 à 30 quintaux par hectare, ce qui est considérable. Une production considérable qui permettra de recourir moins à l'importation du colza, d'autant que cette plante oléagineuse nutritive possède un bon rapport qualité-prix. Dans l'actualité également, on parle également du Sahara occidental avec cette actu d'aujourd'hui. Le comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance au pays
et aux peuples coloniaux, dit Comité des 24, examine ce lundi, dans le cadre de sa session de fond du 14 au 25 juin, la situation au Sahara occidental, un territoire sous l'occupation marocaine depuis 1975. Alors le Maroc qui a subi, il faut le rappeler, plusieurs coups durs sur le plan diplomatique ces derniers jours concernant le dossier sahraoui, perdant progressivement l'appui des États-Unis affiché en décembre dernier par l'ancien président américain Donald Trump et essuyant aussi le refus de pays européens de reconnaître sa prétendue souveraineté sur les territoires sahraouis. Le dernier camouflet en date est venu du Congrès américain qui a bloqué l'ouverture d'un consulat à Dakhla occupé en même temps d'une opération de vente de drones armés. Pour en parler, nous retrouvons à partir de Madrid, en Espagne, Monsieur Ignacio Sambrero. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé pour le quotidien El País et El Mundo. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors, si vous le permettez d'abord, nous revenons d'abord avec vous sur l'hospitalisation du président sahraoui Brahim Ghali en Espagne. C'est un événement qui a provoqué une crise diplomatique aiguë entre Rabat et Madrid, qui a dégénéré en crise migratoire. Pourquoi le Maroc, selon vous, est allé aussi loin cette fois-ci dans cette crise? Non, je crois que en fait, l'affaire Ghali est un prétexte auquel se sont accrochées les autorités marocaines pour accentuer la crise avec l'Espagne, mais la crise avait déjà commencé bien avant, quand Trump a pris la décision de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et que le Maroc s'est mis en tête que d'autres pays devaient suivre la voie de Trump, à commencer par l'Espagne. L'Espagne est un pays important de ce point de vue-là pour le Maroc, non pas seulement parce que c'est son voisin le plus immédiat, mais surtout parce que c'est la puissance coloniale et que, disons, son avis, c'est l'ancienne puissance coloniale et que son avis a une certaine valeur morale. Il est écouté et suivi par d'autres capitales européennes. Et donc, c'est pour ça que les autorités marocaines ont voulu avant tout tordre le bras à l'Espagne et s'en sont pris également à l'Allemagne qui a eu une attitude, je dirais, de rejet beaucoup plus claire que l'Espagne de la décision de Trump. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une crise entre Rabat et Madrid, et il y a aussi une crise entre Rabat et Berlin, et il y a une résolution du Parlement européen qui, effectivement, formule de lourds reproches contre les autorités marocaines parce qu'elles ont quand même envoyé plus de 2000 enfants, 2000 gamins à la nage à Ceuta le 16, 17 et 18 mai. Et il ne faut pas oublier que 2 Marocains se sont noyés en essayant de rejoindre la ville de Ceuta. Alors justement, quelle analyse peut-on faire de la résolution votée au Parlement européen condamnant justement les agissements du Maroc, Monsieur Ignacio? C'est la première fois depuis un quart de siècle que le Parlement européen se prononce sur le Maroc et formule un certain nombre de choses, formule un certain nombre de reproches au Maroc. Le Parlement européen s'est prononcé sur ce qui se passe dans beaucoup de pays dans le monde, mais il n'a jamais réussi à se prononcer sur le Maroc, sans doute parce que le Maroc réussit à avoir une assez bonne image en Europe, surtout parmi les Français, les députés européens français, qui sont ceux qui ont davantage défendu le Maroc. Et quand on analyse le vote de jeudi dernier, effectivement, il y a une large majorité qui formule des reproches aux autorités marocaines, principalement l'utilisation des enfants envoyés par la ville espagnole de Ceuta. Mais quand on fait l'analyse du vote, ceux qui ont manqué à l'appel, c'est surtout les députés européens français, et plus spécialement ceux de la République en marche, le parti d'Emmanuel Macron. Alors, pensez-vous que Rabat puisse aller encore plus loin pour faire pression sur l'Espagne? Et est-ce que cela peut avoir un effet sur la position de Madrid dans le conflit du Sahara occidental? Je suis certain que les autorités espagnoles n'ont pas l'intention de changer leur position et je pense aussi que l'ensemble de l'Union européenne ne va pas non plus changer sa position. D'ailleurs, dans cette résolution qui a été votée jeudi dernier par le Parlement européen, on constate que les parlementaires ratifient la position de l'Union européenne sur le conflit du Sahara. Même la France, qui est pourtant un pays, disons, avec une grande sensibilité marocaine, ne veut pas suivre Donald Trump et ne veut pas donc reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. On vient de parler donc de ces résolutions européennes. Il y a
également cette décision du Congrès américain qui suspend l'ouverture du consulat à Dakhla occupé et la vente de drones armés au Maroc. Est-ce que cela peut être considéré comme des prémices d'un dénouement du conflit au Sahara occidental en faveur du peuple sahraoui? Malheureusement, je crains que ce conflit est enlisé et va encore et toujours être enlisé. Faut voir maintenant ce que va faire l'administration Biden, si elle va ou non revenir sur la décision de Trump. À mon avis, elle ne va pas revenir, mais elle va la geler. C'est pour ça qu'il n'y aura pas, par exemple, d'ouverture de consulat américain dans la ville de Dakhla. Ce qui, d'un point de vue en dehors des aspects politiques, ça n'avait pas beaucoup de chance que les États-Unis ouvrent un consulat dans une ville où il n'y a pas de résidents américains, il n'y a pas de résidents à qui il faut expédier des passeports, avec qui dont il faut s'occuper. Donc, il faut voir maintenant ce que fait l'administration Biden. Je crois qu'on sera définitivement fixé au mois d'octobre quand le Sahara occidental reviendra sur la table du Conseil de sécurité. On prête à l'administration Biden l'intention, mais je ne sais pas si c'est vraiment, si c'est le cas, de pousser pour ce que la MINURSO, qui est le contingent des Nations Unies déployé au Sahara occidental, que la MINURSO ait des compétences en matière des droits de l'homme. C'est l'un des rares contingents des Nations Unies déployés à travers le monde qui n'a pas de compétences en matière de surveillance des droits de l'homme. Monsieur Ignacio Sambrero, merci à vous pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous avez été notamment à El Mundo et à El País. En Espagne, vous étiez avec nous par visioconférence à partir de Madrid. Merci encore une fois. On revient en Algérie, c'est les vacances déjà, les vacances d'été, place au plaisir de la mer. Sur les plages de Djidjel par exemple, des cours de voile sont dispensés aux enfants qui découvrent ce sport nautique. À peine les vacances d'été entamées, les enfants découvrent une nouvelle passion. On voit cela dans ce reportage de Wassila Bouchareb, le récit de Camélia Belella. Ils ont à peine 10 ans. À Djidjel, comme des poissons dans l'eau, ces petits redécouvrent le plaisir de la mer. Avant le baptême, quelques règles de base s'imposent. Au premier lieu, nous leur apprenons à monter une planche. Cette pratique leur permettra de garder l'équilibre sur la voile et de faire un peu plus connaissance avec le matériel. Aujourd'hui, c'est leur première séance. Les bambins se prêtent au jeu, au grand bonheur des parents. كان يتبع في صفحة الفيسبوك لقاها كيهضرها ليا عجبتني قبلت وسجلنا تمين حبيت نتعلم نسوق هاد القوارب ونتحكم فيهم نقدر كي اسمها مع بابا يعاونني والمدرب من بابا وماما كيخدموا ما نروحوا من الجمعه برك وماما حبسني حطتني في هذا السبور باش ما كلهمش داوني للبحر. راني فرحان كبير داوني هذا السبور. رانا فرحانين بزاف وجبنا ولادنا ون سو ديبلاس دي كيلومتر باش نجيو هنا. Prendre le large et garder un œil sur l'horizon. Bon vent aux petits marins. Le sport pour clore ce journal, bonne nouvelle pour les amoureux de la petite balle, le handball, avec le championnat d'excellence messieurs qui va reprendre ses droits à partir de demain, avec de très belles affiches. Le groupement sportif des pétroliers a annoncé malheureusement son retrait des tournois play-off pour des raisons financières. Nordine Henni nous dresse le portrait de cette compétition qui débutera à partir de demain. Après plus de 18 mois d'arrêt, le championnat national de handball reprend avec les tournois play-off. 3 tournois sont prévus, dont le premier ce mardi. 8 équipes vont s'affronter au rythme de 2 matchs par tournoi afin de déterminer le champion 2019-2020. Une bonne nouvelle au départ qui vient d'être gâchée par le retrait du groupement sportif des pétroliers tel que nous l'a annoncé son président de section. Un club qui détient les records est constitué d'un grand nombre d'internationaux claquent la porte pour des raisons financières. Pour le reste, Borj Barelez, Skikda et Ain Touta sont les favoris,
Mais attention aux surprises que sont Annaba et Batna. Alors on vous donne le programme pour demain, le mardi 15 juin. D'abord l'OM Annaba face au CR Borj Bouaririj, la JS Saoura face à la JS Skikda et puis le MM Betna face au CRB Mila. C'est un match que vous pourrez suivre sur notre chaîne Canal Algérie dès demain 15 juin le mardi. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.